Bienvenue Pierre Sitt derrière ce micro. Merci, bonjour à vous. En tant que président du comité de quartier de Saint-Servant, on va parler du Petit Servanais, qui est donc le magazine, la feuille d'information, de communication, de partage que vous réalisez avec le comité de quartier de Saint-Servant. C'est le numéro 37. Et donc on va parler des différents temps forts qui sont présentés. Tout d'abord, une conférence sur l'histoire de France, le 25 octobre. Oui, alors c'est une conférence assez originale, donc elle sera donnée par Jacques Pierson, que maintenant les Servanais connaissent bien, puisque il a fait plusieurs conférences. Rappelez-vous, Saint-Exupéry, Voltaire, Chateaubriand de Gaulle, enfin il en a fait plusieurs. Il est très apprécié du public, il a conquis un véritable public à Saint-Servant et au-delà même. Et alors là, c'est une conférence très originale. Et très originale et en même temps à la fois amusante et instructive, à laquelle il nous invite, puisque Jacques Pierson s'est inspiré du livre d'histoire qu'il avait, si ma mémoire est bonne, en cours élémentaire, lors de l'école primaire. Il a retrouvé son livre d'histoire, et ces livres d'histoire, rappelez-vous, ils étaient émaillés d'illustrations, toujours à la gloire évidemment de nos ancêtres les Gaulois, puis de nos grands hommes et grandes femmes de France. Et finalement, ces illustrations, comme ces livres d'histoire, ont contribué à forger ce qu'on appelle le roman national, c'est-à-dire une histoire qui n'est peut-être pas la véritable histoire de France, mais en tout cas une histoire qui était quand même conçue pour permettre à tous les enfants de découvrir ce qui s'était passé avant leur propre présence sur Terre. Donc comment est-ce que vous expliquez ça, vous, qu'on passe du factuel à un roman, en fait? Pour vous, est-ce que ça se défend ou est-ce que c'est un parti pris? Alors c'est nécessairement un parti pris, mais parce que l'histoire est une science très difficile. Il faut qu'elle s'appuie essentiellement sur des écrits, sur des éléments qu'on a ou qu'on n'a pas. Et si on n'en a pas? Et si on n'en a pas, on s'appuie sur des artefacts qu'on peut retrouver, des objets, etc., des objets anciens. Mais en même temps, même si les historiens s'en défendent peut-être, c'est aussi une interprétation de ces écrits, de ces objets, etc. Et au-delà de ça c'est pour l'aspect scientifique, au-delà de ça, l'histoire, c'est aussi un moyen politique de décrire l'histoire d'un pays, de le faire aimer, de le faire... Plus ou moins partisan toujours partisan. À partir du moment où on est dans le roman national, on est très partisan. Donc est-ce que l'objectivité en la matière existerait, selon vous? Alors, sans doute non. Et d'ailleurs, sans doute non, certainement non. D'ailleurs, l'histoire est souvent réinterprétée, même par certains personnages politiques de l'actualité d'aujourd'hui, pour inventer une France, la fameuse France éternelle qui aurait toujours été, y compris catholique d'ailleurs, puisque on oublie un peu la Saint-Barthélemy et des histoires, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV et tout ça. Rayé d'un trait de plume, sous l'influence de Catherine de Médicis. Voilà, tout à fait. Et donc, non, c'est pour ça qu'on parle aussi du roman national. L'histoire est inventée au profit de l'histoire qu'on veut raconter. En tout cas, par exemple, c'est assumé, Pierre Sitt. c'est assumé. L'histoire de la France que j'aime. Là, au moins, les choses sont claires. La France que j'aime, et vraiment avec cet œil à la fois amusé, parce que c'est un œil qui reporte sur notre... Mais par exemple, vous avez une histoire on se souvient, ce qui nous a amené à la Première Guerre mondiale, de cette histoire de la revanche contre les Prussiens et la perte de l'Alsace-Lorraine. Les Alsaciens, les Lorrains se sentent parfaitement français, mais ils n'ont pas été maltraités quand ils étaient gouvernés par la Prusse. Et donc ces histoires qui nous amènent finalement à accepter des combats, c'est un roman. On a fait d'un roman l'épopée de Jeanne d'Arc, on a fait d'un roman le fameux Souviens-toi du vase de Soissons, dont à la limite beaucoup de gens ne savent même plus dans quelles circonstances ce mot a pu être prononcé. On invente par exemple le début de l'histoire au règne de Clovis, qui était le premier roi chrétien, alors qu'en fait c'est un roi mérovingien, c'est son grand-père Mérové, complètement païen, qui en réalité a fondé la première dynastie des rois de France. Donc de ce roi païen, on l'a oublié au profit de son petit-fils qui était le grand roi chrétien, etc. Donc l'histoire on peut changer est un dans roman. une dynastie. On n'est pas tenu d'être dans la même dynastie que nos prédécesseurs. Non, mais quand on parle des Mérovingiens fondés par Clovis, on ne comprend pas trop pourquoi il s'agit des Mérovingiens. Et en fait, c'est parce qu'effectivement... Là, vous invitez, en pointant ça, à relire l'histoire dans son contexte et à revenir un petit peu en arrière, c'est ça? Alors, c'est pas ce que nous ferons dans cette conférence. Dans cette conférence, on va se faire plaisir.
Mais vous m'avez posé la question du rapport à l'histoire qu'on peut avoir. On est sur le côté ludique, on vous a bien compris, Pierre Cite, aussi quand même. Sur le côté Ah, ludique, mais en c'est- même temps, rappelons-nous que ce sont des livres qui datent des années 50, 60, qui racontaient aussi une histoire, qui voulaient réinsérer la France dans une histoire grande, alors qu'elle avait été vaincue en 1940. Il y Voilà. a tout un contexte qui est à C'est important relire, de le rappeler, oui. important de le rappeler. On peut se faire plaisir tout en étant lucide. Et donc, je crois que j'espère que cette conférence nous permettra de relier ces éléments Eh bien, écoutez, contraires. effectivement, on rappelle les modalités. 25 octobre, c'est un vendredi, 20h15, espace Bouvard Saint-Servant. Bien sûr, l'entrée est gratuite. Toujours. Le 9 novembre, Pierre Cite, les pennes sardines. Alors là, on est dans un anniversaire Là, important. c'est un combat pour le coup. Là, c'est un combat. Militant, ouais. C'est un anniversaire, ça fait un siècle. Alors, nous, notre rendez-vous est le 9 novembre, mais le 21 novembre 1924, il y a un siècle de ça, débutait la grande grève des pennes sardines. Alors, on a déjà parlé à votre antenne, à Douarnenez, la dernière fois, mais là, l'événement est là, avec des intervenants très importants. Tout le monde connaît Jean-Michel Le Boulanger, peut-être un peu moins Catherine Bussière et Gaël Perel, mais qui vont faire des lectures et des chants. On a une grande participation du public déjà qui est prévue. Je pense à La Rue qui chante, qui viendra avec nous chanter la chanson des pennes sardines. Mais donc, rappeler un peu le contexte, ces femmes, ces sardinières qui travaillent dans les conserveries de poissons, parfois très jeunes, 12 ans, mais qui pouvaient travailler aussi très vieilles, au-delà de 70 ans, qui étaient payées 16 sous de l'heure, c'est-à-dire à peu près 80 centimes, se sont mises en grève. En fait, elles ont considéré que c'était une injustice, la rémunération, par rapport au coût de la vie, par rapport à leur âge, par rapport aux conditions de travail. Alors, tout à fait, la rémunération ne leur permettait pas de vivre dignement, mais les conditions de travail étaient aussi insupportables. Par exemple, elles étaient tenues parfois de rester à l'usine en attendant la débarque et des pêches, mais pendant ce temps-là, elles n'étaient pas payées. Normalement, on était censé les faire travailler que 8 heures par jour. Donc c'est abusif, en l'occurrence. C'était totalement abusif. Elles travaillaient plus. Aucune heure supplémentaire n'était majorée. Les heures de nuit n'étaient pas majorées, alors que normalement, les femmes ne devaient pas travailler la nuit. Donc, vous avez des enfants aussi. Oui, c'était des femmes. Alors, ouais. ce fameux 21 novembre a débuté cette grève et très vite, 2000 sardinières se sont mises en grève. Et les pennes sardines ont vécu 80 jours de grève très durs, très durs, y compris avec des briseurs de grève qui ont été employés par les patrons des conserveries, qui a abouti d'ailleurs à une attaque au revolver contre le maire de l'époque, le maire de Douarnenez, Daniel Leflanchet, qui a été grièvement blessé. Son neveu aussi l'a été, puisqu'il est resté paralysé. Et donc c'est une histoire, et c'est une histoire qui a eu un écho au-delà de Douarnenez, au-delà de la Bretagne. D'abord, ces femmes, par leur courage, parce qu'il fallait avoir du courage quand même, parce qu'on luttait contre toutes les institutions, c'est-à-dire l'institution de l'argent, les conserveries, les institutions aussi religieuses, qui voyaient quand même d'un mauvais œil que ces femmes se mettent du côté des rouges, puisque quand même le poids de la religion est important dans notre Bretagne. Et donc c'est une histoire qui est lourde. Le poids d'une certaine approche de la spiritualité ou de la religion chrétienne. Alors, oui, alors surtout la religion prise comme un outil de pouvoir, voilà, aussi. Parce que Jésus, dans les textes que vous connaissez, met en garde contre les injustices, contre ceux qui n'auront pas été payés au juste prix par rapport à leur travail. Tout à fait. Alors pour ce qui me concerne, moi je suis plutôt athée, donc je suis moins dans ce domaine-là. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir à quel point finalement la religion parfois est aussi un outil du pouvoir au service du pouvoir. Quand elle est instrumentalisée, vous voulez dire ? Quand elle est instrumentalisée et puis quand elle vit du pouvoir. Donc ça, c'est une réalité. C'est pas ça. Bien sûr. D'où la laïcité et les protestants qui ont été des fervents promoteurs aussi de la laïcité. Alors d'où la laïcité qui permet d'ailleurs de respecter toutes les religions, voilà, de les défendre toutes, mais de les sortir de l'espace public. Oui. Et ça, c'est important. Et du respect de la libre conscience. Ah bah bien évidemment. Et de croire ou de ne pas croire. La liberté, c'est ça la laïcité. On est libre de croire ou de ne pas croire. Et surtout, on ne fait pas rentrer le débat religieux dans l'espace public. Et on n'empêche pas la liberté d'expression. Et on n'empêche surtout pas la liberté d'expression, mais dans les choix politiques ou dans les décisions politiques, l'impact du religieux n'a pas existé parce qu'autrement, on se trouve confronté avec des visions théologiques différentes qui ont vocation à rentrer en guerre les unes avec les autres. Il y a suffisamment de divisions dans nos pays si on en rajoute en plus. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Donc ces pennes sardines, quand même, elles ont été très courageuses. C'était des gamines pour beaucoup d'entre elles. Et finalement, elles ont réussi à obtenir beaucoup de choses. Mais juste, je voudrais rajouter que on a parlé des pennes sardines en France,
la presse nationale et à l'étranger aussi. Hein. Leur combat a vraiment marqué les esprits dans cette fin d'année 1924 et début d'année 1925. Et donc c'était important, finalement, 100 ans plus tard, de se souvenir de ces histoires qui ont fait notre Bretagne et qui ont vraiment changé la Bretagne, parce qu'on a regardé d'un œil différent ces femmes qui étaient des moins que rien, je veux dire des sardinières, quoi. C'était vraiment le fond du panier. Parce que Bécassine, ça vient de là aussi l'image. C'est ça, tout voilà, à fait. Et ces femmes, finalement, ont mérité le respect de tous, et c'est déjà pas si mal. Voilà. Ouais. Merci pour ces précisions. Pierre Cite, on va passer au Téléthon avec Saint-Malo Sport Loisirs, 22-23 novembre, que vous accueillez. Oui. Alors là, on anticipe un peu, c'est 22-23 novembre, on remettra un entropie dans le prochain Petit Servanet, mais c'est vrai que on peut déjà annoncer. Voilà, Saint-Malo Sport Loisirs nous a sollicité cette année encore, on est très content de les recevoir, puisqu'ils auront dans nos locaux pendant 2 jours une vente au profit du Téléthon. Alors ils ont commencé ce week-end avec le cyclothon, cette promenade à vélo à laquelle participait d'ailleurs Bernard Hinault, encore un breton. Et donc on est très content de travailler avec Saint-Malo Sport Loisirs, qui sont très dynamiques et qu'on aime beaucoup, et de leur mettre nos locaux à disposition, sachant qu'en plus nous on n'a pas réellement d'activité spécifique pour le Téléthon, donc on est content d'y participer comme ça. Si je vous dis la Pravda. La Pravda, la vérité. De quelle vérité s'agit-il? Oui, alors vous faites référence au cours de russe que Elena donne dans nos locaux. Alors c'est tous les samedis, maintenant ça a commencé à partir de 18h30, c'est ouvert à tous, c'est ouvert aux grands débutants surtout, parce que si je voulais vous apprendre à parler russe, commençons comme on dit au restaurant en russe. Eh bien, on dit bistrot. Bistrot, on dit ça veut bistrot. dire manger vite, oui, en russe. Oui. Taxi, on dit taxi. Donc il y a plein de mots comme ça qui sont un peu communs, qui sont assez faciles à aborder. Et donc ce sera l'occasion, je pense, de découvrir le russe. Alors, on ne fait pas de politique à Saint-Servant, mais on s'est quand même assuré qu'on soit à peu près sur la même longueur d'onde vis-à-vis de ce qui se passe au pouvoir en Russie actuellement avec Elena. Elle est absolument elle est très compétente. Elle est charmante, elle a la patate, c'est une femme qui mérite qu'on l'écoute, et donc on va démarrer ces cours de russe. Moi-même, j'essaierai d'y participer, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que la Russie, au-delà de ce qu'on peut penser de son gouvernement actuel, c'est quand même un pays d'une grande richesse culturelle. Alexandre Solzhenitsyn notamment. Alors ça, c'est plutôt l'aspect politique. Les frères Karamazov. Voilà, exactement. Et donc c'est un pays qui mérite en fait mieux, je crois, que ce que ses gouvernements actuels, son gouvernement actuel nous laisse savoir. Et donc c'est une très bonne idée de s'ouvrir justement à toutes les cultures, y compris la culture russe. Maximage. Maximage. Là, on est dans la rubrique du Petit Servanet. Voilà, aux côtés de nos commerçants. Maximage, c'est un super magasin. Frédéric Poinceau, ça fait 25 ans qu'il tient ce magasin. Et alors, c'est un spécialiste, un artisan spécialiste de l'encadrement. Il a un choix extraordinaire de cadres, de baguettes possibles pour faire des cadres. Il travaille très très bien. Il a une clientèle qui dépasse Saint-Servant et Saint-Malo, puisque beaucoup de gens, même par exemple, on a beaucoup de Parisiens qui viennent passer, qui viennent en villégiature chez nous. Il a une clientèle parisienne, par exemple. Et alors, il propose aussi des objets de décoration, alors des toiles, des tableaux, etc. Et alors là, on n'est pas du tout dans la grande chaîne de magasins. On est vraiment dans quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il travaille avec des artistes capables de faire sans doute facilement, parce qu'il doit avoir la facilité à le faire, mais capable de nous faire de très belles toiles, notamment des marines, des originales, toutes différentes les unes des autres, et qui permettent finalement d'agrémenter son intérieur. Alors tout ça a des prix tout à fait plus que raisonnables. Une toile, on peut la toucher à 50 €, et puis à partir de 100 €, vous avez très très grandes et belles toiles, donc on peut vraiment faire quelque chose de grande qualité en se faisant plaisir, et tout en ayant les moyens de se faire plaisir. Donc, et puis alors, tout le monde connaît, je pense, Frédéric Poinceau, c'est un sourire, un accueil, etc. Donc vraiment, non, un magasin... C'est la passion de son travail. Alors la passion, tout à fait. Ça se sent d'ailleurs quand on pénètre, quand on ouvre la porte du magasin. 25 ans qu'il est là, extraordinaire, à voir absolument. Belle longévité. Ça dit quelque chose. Et très beau magasin. Eh bien, puisque le chronos nous amène à conclure cet entretien, Pierre Cite, je rappelle tout de même qu'il y a une pluie de permanence
proposées par le comité de quartier de Saint-Servant. Alors les permanences précisément c'est le vendredi dans le local du comité. Oui j'ai vu la montre, vous inquiétez pas. Mais je me rappelle juste ça pour les auditrices et les auditeurs, ainsi que les jeux de société, échiquier, Scrabble en français et en anglais, formation informatique, Qigong, voilà pour être détendu, stimulation mémoire, atelier tricot. Eh bien je vous remercie, je vous dis au mois prochain pour le petit Servanet numéro 38. Merci à vous.